qu'il y a quelques instants, qu'est-ce qu'on a appris, Magali? Mais l'heure était effectivement à la détente au Moyen-Orient avec la signature de ce protocole d'accord entre les Américains et les Iraniens dans 2 jours. Hein. C'est dans 2 jours. Et là, il y a quelques minutes, Donald Trump, dans ce contexte, menace de nouveau le régime iranien. Écoutez, c'était lors de sa rencontre avec le président égyptien. Non, ce n'est pas définitif. C'est un protocole d'accord. Si je n'aime pas ce qu'ils proposent, s'ils ne sont pas raisonnables, alors on va recommencer à lâcher des bombes sur leur tête. Si Trump dit ça, et c'est pas comme ça dans la conversation, si Trump dit ça, c'est qu'il a eu des informations discrètes, secrètes, confidentielles, qui montrent apparemment qu'il y a un mauvais état d'esprit, selon lui, hein, dans la délégation iranienne. Hein. Magali Barthès et Bastien Auger sont justement à Évian pour suivre la fin de ce G7. Vous allez pouvoir peut-être nous expliquer le contexte. Pourquoi Donald Trump, d'un coup, menace de nouveau de bombarder l'Iran ? Parce que on sent bien que le protocole d'accord est en train de sortir dans la presse américaine et que il y a de plus en plus de critiques sur la tenue, justement sur les mots utilisés dans ce protocole, en disant que les Américains auraient cédé sur beaucoup de choses sans obtenir aucune garantie en échange. Et c'est certainement pour répondre à ces critiques qu'il semble poindre que Donald Trump a cherché à mettre les points sur les i, j'ai envie de dire, en disant mais de toute manière, s'il ne joue pas le jeu, nous y retournerons. C'est une façon d'essayer de maintenir la pression alors que d'autres informations disent d'ailleurs qu'au sein même de son administration, notamment Marco Rubio, le secrétaire d'État, notamment le patron de la CIA, mettent en doute la véritable capacité et volonté des Iraniens à poursuivre ces négociations. Donc Donald Trump cherche à répondre à ces critiques, alors que Bastien, dans le communiqué du G7, les leaders ont plutôt appuyé cet accord sur l'Iran. Oui, ce communiqué publié cette nuit, en effet, où à plusieurs reprises l'action de Donald Trump, l'action ferme de Donald Trump est saluée. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer. Si les diplomates européens écrivent cela, c'est pas tellement qu'ils y croient sincèrement, mais c'est plutôt diplomatiquement une manière aussi d'essayer de, je vais pas dire d'acheter la paix, mais c'est un petit peu l'idée avec Donald Trump, parce qu'il y avait une volonté du côté des Européens que Donald Trump signe ce texte où il est notamment dit qu'on va soutenir davantage l'Ukraine, où il est dit aussi que finalement les propositions françaises européennes d'aider à déminer le détroit d'Ormuz sont bienvenue. Donc, en citant Donald Trump, en lui tissant des lauriers pratiquement, c'est une manière aussi finalement d'essayer d'apaiser, de fluidifier ces relations et pouvoir aussi continuer à avancer main dans la main sur le dossier iranien, parce que les Européens aussi sont très prudents sur ce dossier et ils veulent des garanties et donc ils ont besoin aussi d'être écoutés par Donald Trump. Merci beaucoup Bastien Auger, merci à vous pour cet éclairage vraiment très important, Magali Barthès, parce que on voit qu'il y a un contexte, et le G7, on voit qu'on a des puissances du G7 qui ont dit formidable accord de paix, on est en train de s'installer là-dedans, le président Trump va se diriger vers Versailles, et là, paf, douche glacée, si jamais vous signez pas ce protocole d'accord, je sors mes B-52, mes bombardiers, et j'envoie des bombes sur l'Iran. L'avis des Européens compte peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le début de ce conflit, depuis la fin février, en fait, les Européens étaient, debout sur les freins par rapport aux opérations en Iran. Donc, en fait, on a été spectateurs. Maintenant, en fait, Trump revient, le G7, il annonce que ça s'arrête, le pétrole coule à flot. Une fois que le pétrole coule à flot, c'est ce que les Européens voulaient. Donc, en fait, la vie reprend normalement. Le problème, depuis hier, vous l'avez déjà dit hier et avant-hier, me semble-t-il, c'est Ratcliffe, le patron de la CIA, a laissé passer l'information selon laquelle, à partir d'écoutes qu'ils auraient opérées sur les délégations iraniennes, ils savent que les Iraniens montent des opérations souterraines. En tout cas, ils jouent pas le jeu. Concrètement, ils développent entre eux des stratégies, je dirais, souterraines en vue de bluffer ou en tout cas de contourner tout ça, etc. Donc en fait, les Américains savent aujourd'hui, malgré, on a le sentiment quand même, l'énorme effort de Trump, parce que c'est un énorme effort. Il ouvre les vannes financièrement, militairement, tout est ouvert. Les affaires reprennent comme avant. En fait, globalement, son administration lui dit, tu peux pas le faire. Et rappelez-vous, hier, Trump avait dit une phrase extrêmement dure. Il avait dit, si ces gens-là continuent de m'embêter, il parlait de Ratcliffe, je les vire tous. Il est capable de faire une deuxième purge, comme il a déjà fait l'année dernière. Donc on voit qu'il y a il y a un message qui était mis par l'administration. Moi, je la connais un peu, cette administration. Elle est
extrêmement sérieuse, extrêmement rigoureuse, même si elle a été affaiblie par l'arrivée de Trump, elle est rigoureuse. Donc j'imagine que Trump, il sait que c'est la vérité. Alors, il ne doit pas aimer, parce que jusqu'à tout à l'heure, c'était formidable, une espèce de monde merveilleux. À Évian, il était sur son pavois, il se promenait, la vie était belle, et puis autour de lui, il y avait les Allemands qui lui donnaient des maillots avec son nom inscrit. C'était le bonheur parfait. Et tout ça, c'est des mauvaises nouvelles qu'il a. Donc en fait, on voit bien que le message qu'il envoie, arrêtez de faire ça, sinon je rebombarde. Mais est-ce qu'il le fera? Évidemment que non. Ça fait 40 fois qu'il nous le promet. Surtout. Non, mais il ne fera pas. Évidemment que non. Je veux dire, aujourd'hui, tout va trop bien. C'est impossible. Mais là, il fait le service minimum. Il est obligé de le faire parce que je pense que les Américains lui ont dit très concrètement que tous ces accords, le nucléaire, tout le reste, c'était du flanc et que ça allait se casser. D'accord, il y a un changement de ton spectaculaire. Complètement, bien sûr. Le début du G7, c'est incroyable. Depuis hier, tout va bien, on est tous d'accord, on sourit tous sur la photo. L'Iran, c'est quasiment terminé. Il l'a dit comme ça, Donald Trump. Maintenant que l'Iran est terminé, je vais m'occuper de l'Ukraine. Et puis patatras, de nouvelles menaces comme il le faisait avant. Comme ça a été très bien expliqué, on est dans une opération de communication. Donald Trump, je ne suis plus aux États-Unis depuis une semaine, mais Donald Trump est quand même, je suis l'actualité là-bas, est moqué avec quand même ce que l'on appelle, pour la plupart d'entre nous, quand même, une capitulation, hein. Même si Eric n'a pas totalement tort sur le devenir potentiel de l'Iran suite à cette capitulation. Mais ça, c'est autre chose. Et Donald Trump doit donc revigorer ses magas. Ne l'oublions pas, hein. Il a voulu son bout de papier. Pourquoi ? Parce qu'il voulait sortir de ce piège iranien, parce que les magas étaient en train de s'éloigner de lui. Sa base maga, hein, il existe qu'à travers eux. Il sculpte son identité dans le regard, comme je dis à chaque fois, dans des couples, vous avez des gens qui bâtissent leur identité dans le regard de l'être aimé. Lui, il bâtit l'homme d'État qu'il voudrait être, le génie qu'il voudrait être dans le regard de sa nation maga. Et là, les magas sont en train de se dire, après tout, est-ce que ça serait pas un nouveau Vietnam ? Donc, il faut qu'il joue à Monsieur Muscle, mais évidemment, ce ne sont que des paroles, il n'y aura pas de bombardement.